Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes avec Michel Boyancé. Michel Boyancé est universitaire, il a étudié la philosophie et nous allons nous intéresser au bien en politique selon saint Thomas d'Aquin. Alors, il est vrai que c'est une question qui est de plus en plus centrale, le bien en politique, car en plus d'une question centrale, il semble de plus en plus absent des sujets actuels. Alors, cher Michel Boyancé, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité aussi, surtout. Alors, nous allons peut-être tout d'abord introduire notre propos et peut-être pourriez-vous nous présenter un peu qui est saint Thomas d'Aquin et peut-être quel a été son rôle majeur, je dirais, au niveau des idées jusqu'à nos jours. Oui, alors, saint Thomas d'Aquin ou Thomas d'Aquin, comme on l'appelle dans les publications, laïques en quelque sorte, hein, philosophiques, pour, ne pas mettre en avant le fait qu'il est saint, hein, qui est un titre, donné par l'Église catholique. Donc, Thomas d'Aquin est un penseur du XIIIe siècle. D'ailleurs, on fête, en 2024 les 800 ans de sa naissance, et il y a autour de lui tout un travail, depuis des siècles, hein, c'est une grande figure de la pensée médiévale et de la pensée européenne. Alors je voudrais souligner, pour Thomas d'Aquin, quelques paradoxes, heu, concernant la manière dont, on peut l'appréhender et la manière dont on peut aussi bien sûr le recevoir, comme, un des maîtres de la pensée, philosophique. Alors le 1er aspect, qui peut être un peu paradoxal, c'est que, Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin est un théologien. C'est-à-dire que ce n'est pas a priori, dans un regard rapide de l'histoire de la philosophie, un philosophe au sens strict, apparemment. C'est-à-dire qu'il est connu pour être une grande figure de la théologie médiévale et surtout, il est connu pour, après sa mort, peu à peu, avoir été, proclamé par l'Église catholique, docteur commun, hein, le docteur commun, on l'appelle aussi docteur angélique par rapport à un autre, de ses contemporains qui est saint Bonaventure, qui est le docteur séraphique, donc on est dans les anges, hein, et docteur commun parce qu'effectivement, et je vais, expliquer cela et pourquoi en tant que laïc philosophe, c'est une figure intéressante bien sûr. Docteur commun parce que, l'Église catholique, l'a, positionné, si je puis dire, comme, celui qui donne des, bases fondamentales pour la foi catholique. À telle enseigne qu'au moment du Concile de Trente, dans le contexte de la réforme protestante, et de la contre-réforme aussi, au moment, au XIXe siècle, il a été, réactualisé par le pape Léon XIII. Vous voyez, Léon XIII, c'est fin 19e, 1870, la crise moderniste et on maintient, voire on ressort saint Thomas et se crée alors un courant, qu'on appelle thomisme ou néo-thomiste. Ça, c'est la figure, je dirais, la plus, connue de Thomas d'Aquin, qui est la figure d'un docteur de l'Église et de celui qui donne des principes, des outils fondamentaux pour, penser la foi. Il y a un autre aspect chez Thomas d'Aquin qui est celui qui m'intéresse aussi, bien sûr, avec le premier aspect, mais on verra pourquoi. Il est connu aussi, reconnu et connu hein, par les historiens et par les penseurs, philosophes et théologiens, comme étant celui qui a réalisé une œuvre à la fois originale, avec des aspects propres à lui, notamment son œuvre majeure qui est la Somme de théologie, mais il est connu aussi pour avoir étudié de manière extrêmement importante, approfondie, beaucoup de penseurs avant lui. Donc il est aussi un commentateur. Et j'insisterai sur cette question du commentaire dans l'approche philosophique. Et il est connu comme celui qui a réalisé une synthèse de ses prédécesseurs, y compris de ses prédécesseurs païens. C'est-à-dire qu'il a parfaitement bien connu
la pensée grecque, avec peut-être, bien sûr, si on rentre dans les textes, quelques difficultés d'accès aux textes originaux. Donc, il a travaillé à partir de traductions qui elles-mêmes ont peut-être été imprécises sur certains points. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Depuis la fin du 19e, il y a des experts des textes de Thomas d'Aquin qui se réunissent dans une commission qu'on appelle la commission léonine, du nom de Léon XIII, qui a été chargée, commission, de travailler les manuscrits et d'expurger les manuscrits de ce qui peut être douteux pour donner des textes majeurs. Ça, c'est l'aspect historique, même de pensée médiévale autour de Thomas. Mais l'important pour nous, c'est ce souci de Thomas d'Aquin d'étudier les anciens et d'en faire une synthèse. Et un des aspects aussi majeurs de la pensée de Thomas d'Aquin, c'est bien sûr sa somme de théologie qui pour lui est une somme pédagogique, même si elle est très difficile d'accès pour nous, une sorte de synthèse de tous les grands aspects dits à la foi. Il a aussi été un commentateur, et notamment, principalement, d'Aristote. Et en commentant Aristote, il a bien sûr fait ce qu'Aristote a fait en son temps, c'est-à-dire la synthèse aussi de la philosophie et de la philosophie grecque, en puisant dans les apports de la pensée romaine et en puisant bien sûr dans les apports considérables des pères de l'Église, comme on dit, les premiers penseurs théologiens et philosophes de l'Église, et le premier d'entre eux étant saint Augustin, IVe siècle après Jésus-Christ. Donc c'est un penseur de la synthèse, ce n'est pas un créateur de système, et en philosophie c'est important parce que nous sommes aujourd'hui dans une approche systématique de la philosophie, il y a un système, d'ailleurs les mots en isme sont là pour le manifester malheureusement, puisqu'il y a l'aristotélisme, le thomisme, l'augustinisme, le kantisme, le cartésianisme, le marxisme, et on a, vous l'avez derrière vous et moi aussi derrière moi, des rayons de bibliothèque avec des secteurs de pensée, avec des systèmes. La pensée des anciens, que ce soit celle des Grecs, bien sûr, 6e, 5e, surtout bien sûr 4e siècle et après, la pensée des médiévaux est une pensée donc avant la modernité, c'est avant ce qui arrive au XVIe siècle, XVe, XVIe siècle, n'est pas une pensée du système. C'est une pensée qui se déploie adossée aux prédécesseurs, donc les commentaires, quitte à dépasser bien sûr les prédécesseurs, en tout cas à les comprendre, à s'adosser à eux, et on verra pourquoi. Saint Thomas d'Aquin est une figure aussi, j'ai parlé du théologien, du philosophe, il y a une œuvre authentiquement philosophique chez Thomas d'Aquin, même s'il est théologien, on étudie souvent trop comme théologien, pas assez comme philosophe, où on n'étudie pas assez ce qui, dans ses œuvres théologiques, relève de la philosophie, et notamment, on verra, pour le bien commun. Et donc, il y a une question, comme dit lui-même saint Thomas, de modus procedendi, comme on dit en latin, c'est-à-dire de mode de procédé. Il a été notamment un des grands penseurs qui a situé les différentes sciences quant à leur méthode, quant à leur méthodos en grec, quant à leur mode de procédé, quant à leur manière de procéder. Et c'est d'ailleurs un penseur qui nous initie considérablement à pas tant les conclusions ou une approche systématique, mais toute proposition relève d'un mode de procédé pour ne pas confondre les sciences, pour ne pas tout mélanger et pour ne pas faire dire à la théologie ce qu'elle ne peut pas dire ou à la philosophie ce qu'elle ne peut pas dire. Et on verra pour la question du bien commun. Le troisième aspect de Thomas d'Aquin, c'est le côté mystique. Il est souvent perçu comme un rationnel, voire un rationaliste ou un intellectualiste, comme on dit maintenant avec ces bombardements que nous avons en permanence des mots en isme, mais il est aussi profondément, et il a été canonisé pour cela, un mystique. Et donc il y a dans sa pensée une dimension mystique, c'est une dimension de contemplation qui dépasse le discours théologique et qui dépasse le discours philosophique, que les Grecs avaient pressenti.
c'est pas du tout la mystique chrétienne, mais Platon et Aristote avaient pressenti qu'il y a un aspect contemplatif dans l'être humain, à telle enseigne qu'Aristote et Platon, et surtout Aristote aussi, en font la finalité de la vie humaine, la contemplation. Et là, on est dans une approche, vous voyez, qui dépasse la raison et qui relève de la manière d'entrer dans une démarche de l'intelligence qui, au-delà de la raison, devient contemplative. Et saint Thomas, je terminerai par ce point-là, est aussi combattu parce que, malheureusement ou heureusement, ça dépend des points de vue, il sert aussi l'Église catholique pour défendre sa doctrine. Et au sein même, d'ailleurs, de l'Église catholique, il y a, on le voit depuis des siècles, mais on le voit aussi aujourd'hui, au sein même de l'Église catholique, il y a des théologiens et des philosophes qui rejettent saint Thomas parce que justement, il apparaît comme étant la structure même, sa pensée comme étant la structure même des grandes définitions dogmatiques du catholicisme. Et quand je dis grandes définitions, quand on lit le credo que les catholiques, bien sûr, proclament, non pas tant le symbole des apôtres, qui date des premiers siècles, mais ce qu'on appelle le credo, le symbole de Nicée-Constantinople, des conciles de Nicée-Constantinople, on a des termes qui sont éminemment ciselés sur le plan théologique et philosophique. Donc, il est aussi combattu parce que quelquefois, cet aspect-là masque en fait sa méthode et sa fécondité. Il est le défenseur de la doctrine. Or, un philosophe, ça j'y reviendrai, ne défend pas une doctrine. Un philosophe cherche la vérité avec les moyens qu'il a. Donc, il y a, vous voyez, des paradoxes autour de Thomas d'Aquin qui sont assez profonds et qu'il faut dépasser pour comprendre l'unité possible de sa pensée et de ce qu'il peut nous transmettre. Bon, tout d'abord, merci pour cette introduction plus que complète. À titre personnel, j'ignorais qu'il était combattu au sein de l'Église catholique. Je pensais que c'était, comme on pourrait dire un petit peu vulgairement, un intouchable, mais c'est très intéressant. Alors peut-être maintenant, nous allons aborder la question du bien en politique. Il semblerait justement que saint Thomas n'ait jamais vraiment défini le bien en politique. Alors peut-être pourriez-vous expliquer ces deux points pour qu'on puisse après aller dans le bien selon saint Thomas? Oui, alors la définition du bien, alors quand vous le dites bien en politique, c'est l'expression du bien commun. Classiquement, l'expression bien commun est attachée à la chose politique, au sens large du terme, la res politica, la res publica, la chose, c'est-à-dire la réalité qu'on appelle politique, on y reviendra. Pour votre question, en fait, il y a, alors je vais employer un mot en isme, malheureusement, parce qu'il faut bien en employer de temps en temps, mais même si c'est un peu piégeant. Il y a dans la théologie catholique, je dis bien dans la théologie, alors je précise, la théologie, c'est un discours, logos sur Dieu, et dans la théologie catholique, la théologie est surtout une théologie révélée. Elle se révèle dans les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, l'Ancien étant lu avec les lunettes, si on peut dire, du Nouveau Testament, et bien sûr dans l'histoire, c'est-à-dire que le catholicisme est une religion qui n'est pas une religion du livre, contrairement à ce qu'on dit, c'est une religion qui puise sa source dans les Écritures, mais qui se déploie dans l'histoire avec deux aspects très importants. D'une part, la tradition avec un grand T, c'est-à-dire qu'il y a dans le catholicisme un développement, une actualisation des Écritures qui se fait à travers la vie même des chrétiens, que ce soit les clercs ou les laïcs, à travers ce qu'on appelle la tradition. Et les différents conciles manifestent des étapes historiques du déploiement de cette tradition. Ce qui fait que quand vous lisez un texte
pontifical, un texte de pape, il passe son temps à citer ses prédécesseurs. Et ce déploiement se fait sur une troisième réalité, donc les Écritures, la tradition. Et la troisième réalité, tout ce que je dis, c'est classique, hein, rien de nouveau. La troisième réalité, c'est ce qu'on appelle le magistère, c'est-à-dire le fait que les autorités de l'Église, principalement sous l'autorité du pape dans le cours des siècles, mais aussi les évêques, notamment réunis en concile, déterminent les éléments de la foi, avec un magistère qui se déploie dans l'histoire et qui propose des définitions dogmatiques. Là aussi, c'est assez combattu aujourd'hui, y compris dans l'Église catholique, comme de tout temps. Il y a toujours eu des combats intellectuels. Mais l'important, c'est que cette évolution est une évolution qui puise à deux sources. Et je vais venir au bien. La première source, c'est que contient la révélation, Ancien Testament, Nouveau Testament et ce que l'Église retient des Écritures des Anciens révélées, que contient la révélation quant au bien. Et deuxième source, c'est rappelé par tous les papes, y compris les derniers papes, hein, même si certains papes sont plus théologiens que d'autres, ou plus dans la pastorale que d'autres, comme on dit, dans l'action concrète que d'autres, le point commun, c'est que il y a dans le christianisme donc deux sources. La première, je l'ai dit, c'est la théologie révélée, qui implique, et pour le philosophe c'est important, c'est très bien expliqué par Thomas d'Aquin au début de la somme de théologie, hein, prima pars, première partie, question 1, l'argument d'autorité. Quand Thomas d'Aquin, en théologien, hein, va poser une question, il argumente par l'autorité des Écritures, ou des grands théologiens, ou des commentaires des Écritures, ou etc. Donc, l'argument d'autorité, c'est le plus fort en théologie, dit Thomas d'Aquin, et le plus faible en philosophie. C'est pas parce que Aristote le dit que c'est vrai. Je vais chercher pourquoi il le dit, et pourquoi, si ce qu'il dit est vrai, pourquoi c'est vrai. Alors qu'en théologie, c'est plus théologie révélée, hein, il y a une théologie philosophique qu'on appelle la métaphysique, hein, un discours sur Dieu philosophique, on y reviendra. Mais en théologie révélée, nous avons une sorte d'acceptation par un acte de foi qui n'est pas un acte philosophique, ni d'abord philosophique, ni un acte de raison. Nous adhérons à une parole qui est révélée, et cette parole a autorité. D'ailleurs, Jésus-Christ dans l'Évangile, souvent on dit il parle avec autorité, l'auctoritas fondamentale des latins, c'est-à-dire le fait que la parole est directement celle que Dieu manifeste à travers l'incarnation de Jésus-Christ et à travers, bien sûr, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et les Écritures. Donc, il y a un paradoxe dans tout ça, c'est que Dieu se révèle comme le meilleur bien de l'homme, et il y a aussi, pour comprendre le bien, la manière dont l'intelligence et la raison humaine, le discours de la raison, puisent dans l'expérience des choses. On reviendra sur cette question d'expérience, je dirais presque indépendamment, formellement parlant, de la révélation, puisent de quoi chercher, dire, poser ce qu'est le bien. Donc les deux biens se rencontrent en quelque sorte. On parlera de l'amitié, c'est une des questions importantes aussi par rapport au bien commun. Aristote a une phrase extrêmement intéressante qui dit, en fait, Dieu, l'être parfait existe, mais il est trop parfait pour se mettre en relation avec l'homme. Donc il n'y a pas, dit Aristote, d'amitié entre l'homme et Dieu. Or, le christianisme va dire l'inverse. Il y a justement entre l'homme et Dieu de l'amitié, non seulement de l'amitié, mais de l'amour. Et l'amour, c'est le socle des relations qu'on appelle la charité, c'est-à-dire des relations spirituelles entre les hommes qui viennent de cette révélation, et qui se manifestent donc par cette autorité. Donc, le Moyen-Âge, vous voyez, est une sorte de synthèse entre, d'une part, la sagesse païenne, la nature des choses, d'autre part,
la révélation qui nous révèle une surnature, quelque chose qui n'est pas accessible à la raison. Donc, pour reprendre votre question, il y a deux définitions possibles qui ne sont pas des définitions complètes, on verra. C'est d'une part, pour les chrétiens, le bien, c'est l'union à Dieu. L'amour de Dieu et la relation entre Dieu et l'homme, et Dieu qui aime l'homme à travers ce qu'il révèle de lui, les évangiles, et puis toute la théologie, tout le credo, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les sacrements, etc., qui sont des chemins, disent les catholiques, dit l'Église, il faut avoir la foi, hein, qui sont des chemins vers le bonheur et vers le bien. Donc le meilleur bien, c'est l'union à Dieu, et l'union à Dieu avec aussi le prochain et toute cette humanité qui s'unit à Dieu à travers donc ce que l'Église révèle de Dieu. Et puis l'autre aspect que Thomas d'Aquin développe très bien à la suite d'Aristote, enrichi par tel ou tel, bien sûr, philosophe ou théologien. Alors, c'est là où on arrive à notre sujet, c'est-à-dire que le bien se révèle dans l'expérience même des choses. Je fais l'expérience, peut-être aidé par la grâce pour ceux qui y croient, mais en tout cas par les seules forces de la raison, que la nature, donc les choses qui m'entourent, qui sont et qui deviennent, hein, la question de l'être et du devenir, qui sont et qui deviennent en réalisant, en actualisant leur potentialité et en quelque sorte, étant en devenir, étant en recherche, étant en mouvement, vont, hein, les êtres vivants, vont réaliser leur nature, vont réaliser ce qui leur convient. Et pour les êtres vivants non humains, c'est une évidence. Il y a une sorte d'aspiration pour tous les vivants et l'homme aussi, on y reviendra, au bien. Et comme redit souvent Thomas d'Aquin, on agit sub ratione boni, sous la raison de bien, on cherche le bien. Et on évite le mal, on cherche à éviter le mal et on cherche à atteindre le bien. Donc c'est une sorte de fait d'expérience. Encore faut-il, pour l'être humain, ce qui n'est pas le cas pour les animaux, qui arrivent tout seuls, si on les laisse tranquilles, encore faut-il que cette recherche du bien passe pour l'être humain par une compréhension de ce que c'est. Et donc on peut définir le bien en philosophie comme ce qui réalise toutes les potentialités de l'être vivant, et en l'occurrence de l'être humain, on y reviendra. Et donc, le bien, c'est, en grec, hein, il y a un mot qui désigne le bien et le bon. Et puis, le bien, c'est aussi un préfixe, c'est-à-dire que c'est ce qui réalise une chose de manière la plus parfaite possible. Il y a même un terme qu'on voit bien aujourd'hui, hein, dans les discussions éthiques, c'est le terme euthanasie. Qu'est-ce que l'euthanasie? C'est la bonne mort. Même dans la mort, il faut chercher le bien. Voilà. Donc deux définitions qui sont des définitions, d'une part l'une inscrite dans la révélation et dans la tradition du magistère, et pour le philosophe qui sont des points de départ. Des points de départ. Et les penseurs de tout temps ont très bien vu que il y a le bien que je cherche parce que j'aspire à ce qui est bon, et puis ce bien, il peut être apparent, il peut être une illusion, et il faut chercher le vrai bien, c'est-à-dire ce qui permet vraiment à l'être humain d'atteindre le bien. Donc le bien, c'est inscrit dans l'aspiration de tout vivant. D'ailleurs, l'écologie moderne retrouve cela. Hein, j'étais il n'y a pas longtemps dans un magasin de botanique, de jardin, et il y avait une animalerie. Et alors, au-dessus de la porte de l'animalerie, il y a une phrase qui est à chaque espèce sa nature. Vous voyez, même dans le temps de l'écologie végétale et animale, on retrouve cette idée
qu'il y a des espèces et qu'il y a une nature pour chaque espèce. Ben ça, c'est le bon sens. Voilà. Et l'écologie pourrait être un élément de compréhension de la nature et du bien. Pour l'être humain, c'est plus complexe, on y reviendra. Donc voilà pour le bien, hein. Je ne sais pas si j'ai répondu aussi. Oui, c'est juste, enfin, j'allais tout simplement dire que le bien coule de source. Or, à l'heure actuelle, cela semble de plus en plus compliqué. Alors, je vais vous citer parce que vous m'avez gentiment envoyé, un de vos articles. «Le bien commun est le bien des personnes en relation les unes aux autres dans l'unité d'une société, d'une communauté et in fine, de manière architectonique, dans l'unité d'une société politique. D'où la primauté du bien commun dans ce sens-là. Cette unité est le fruit non de la nature, mais de la raison qui organise les relations.» Alors, peut-être 2 questions en une. Alors, il semblerait, en tout cas de plus en plus, qu'il y ait une opposition entre le bien individuel, dans notre société qui est faite d'individus, et le bien commun. En tout cas, je trouve que cela se ressent de plus en plus. Alors ça serait peut-être la première question, et la deuxième, je dirais comment vous expliquez-vous cette perte de bien commun qui pourtant sont, selon saint Thomas, coule de source de cette manière, est quelque chose qui peut se vérifier dans la réalité? Oui, alors là, vous mettez le doigt sur le point névralgique, hein, de la question du bien commun. Hem, alors le premier aspect, c'est qu'il y a 2 expressions, chez Aristote et chez Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin reprend tout à fait, ces questions, ces interrogations. Il y a 2 expressions qui caractérisent le bien commun, qui sont des définitions, si vous voulez, je prends un terme que la pensée moderne, n'aime pas, à la suite de Descartes, 1637, discours de la méthode, en plein XVIIe siècle, l'avènement des sciences, et Descartes, pose que la philosophie, c'est la recherche des idées claires et distinctes. Sur le mode mathématique, un concept mathématique est clair et distinct, la philosophie doit être claire et distincte. En fait, les anciens ne procédaient pas du tout comme cela, et je pense que c'est sage. On va plutôt du confus au distinct, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas confus au sens négatif, qui est indistinct. On distingue pas tout. D'où le fait que la pensée, médiévale, la pensée dite scolastique, c'est l'école qui a suivi saint Thomas, est souvent perçue comme, une pensée de distinction, un peu formelle, théorique. Mais, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il faut distinguer. Or, il y a 2 expressions chez Aristote, qu'on retrouve chez Thomas d'Aquin. Le bien commun, on verra, qui n'est pas simplement lié à la question politique. Le bien commun, c'est d'une part le bien du tout, un tout, bon, et un tout comprend des parties, et d'autre part, la fin, la cause finale, puisque le bien, tel que je l'ai, précisé, dans la question précédente, le bien est une fin. Je désire le bien. Ma finalité, c'est ce qui est bon, ce qui est bien et ce qu'on appelle aussi le bonheur. Mais c'est pas le bonheur, qui est cherché, au sens de ce que je ressens du bien, c'est je cherche le bien et je suis heureux de faire le bien. Je suis heureux d'être juste, je suis heureux de faire en sorte que les autres, atteignent leur bien et moi aussi en passant, si vous voulez, en quelque sorte. Et donc le bien commun, c'est, tout de suite un paradoxe, c'est-à-dire, si, il existe un bien commun, alors quel rapport entre le tout et les parties? Et quel rapport entre la fin et les moyens? Donc le bien, commun désigne le fait que, et c'est ça qu'il faut résoudre, hein, dans la problématique, pour Aristote, il y a deux aspects fondamentaux, pour Platon aussi, mais pour Aristote qui est plus réaliste au sens où il est plus ancré dans l'expérience des choses contingentes, on y reviendra. Pour Aristote et pour Thomas d'Aquin, ainsi d'ailleurs que pour ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, et cetera, le, bien commun, c'est aussi le bien de chacun. Et mon bien, il est dans le bien commun. Et c'est ça qui est paradoxal, et c'est ça qui aujourd'hui, hein, ce que vous avez dit, on y reviendra, pour la deuxième question, c'est ça qui aujourd'hui n'est plus compris.
et on verra pourquoi. Autrement dit, il faut expliquer pourquoi le bien commun, c'est aussi mon bien. Alors dans la citation, que vous avez faite, d'un de mes articles, j'ai voulu apporter une réponse à ce paradoxe, d'où la primauté du bien commun, qui est une question discutée, au sein des penseurs dits thomistes. Primauté de la personne ou primauté du bien commun, en fait, il y a 2 primautés qui se complètent. La primauté du bien commun réside dans le fait que l'être humain est un être qui existe substantiellement parlant, il y a une existence propre, hein, nous sommes des sujets, vous êtes vous un sujet propre et moi aussi, donc il y a 2 personnes qui discutent et qui sont en relation. Et là, nous sommes en relation pendant 1 heure et demie sur des sujets, philosophiques. Le courant contemporain, sur la personne, donc un des courants qu'on appelle personnalistes, a beaucoup mis l'accent sur la relation et peut-être pas assez sur la substance, sur le sujet, sur l'être, hein. En fait, c'est les 2, c'est-à-dire que, y compris chez Aristote et aussi chez saint Thomas d'Aquin, la personne n'est pas séparable de sa relation et la relation va enrichir la personne. C'est parce que nous sommes en relation que nous développons des capacités, des potentialités, que nous imaginons aussi des choses nouvelles, que nous, créons en fait, on ne crée pas le monde, mais on est co-créateur des choses, humaines et c'est cette relation qui enrichit la personne. La relation de l'enfant à ses parents et puis toutes les relations que nous avons durant notre vie. Donc le bien commun réside dans le fait que quand on entre en relation, on crée un tout, on crée une communauté petite. Là, on a, tous les 2, hein, avec la communauté de ceux qui vont regarder, la vidéo, mais là, on les connaît pas, hein, voilà, mais là, nous, on dialogue, eh bien, ça crée une relation et cette relation est un tout et nous sommes les parties d'un tout et c'est cette relation des parties du tout qui fonde le tout et qui fonde aussi le fait qu'on cherche ensemble, tous les 2, bah, le meilleur de ce qu'on peut dire du bien, voilà, et de la philosophie. Il y a un sujet plus délicat, on y reviendra, c'est la relation fin-moyen. Est-ce que la personne est un moyen? Hein, ça, on y reviendra. Mais déjà, le bien commun, c'est effectivement le bien de chacun en tant que chacun est en relation. Donc c'est le bien du tout et des parties dans le même acte, en quelque sorte. Il n'y a pas d'un côté le bien du tout et d'un côté le bien des parties. Dans le même acte où je suis en relation, je suis, dans la, création, en quelque sorte, d'un bien commun. Et puis dans ce que vous avez cité, hein, j'avais rajouté l'unité d'une société, parce que la société préexiste à nous. Nous sommes nés dans une société et nous sommes nés dans une communauté. Et Aristote d'ailleurs, et saint Thomas le reprend, c'est une phrase dont on ne fait pas assez attention. Aristote va dire, au tout début de la politique, c'est le premier chapitre, premier paragraphe de la politique, tous les hommes cherchent le bien, toutes les communautés cherchent le bien, et donc il y a un souverain bien de la communauté. Et le mot souverain est important. C'est pas le peuple qui est souverain, c'est pas l'individu qui est souverain, c'est pas, la nature qui est souveraine, comme si nous étions déterminés par la nature, c'est pas, le roi, l'empereur, enfin, le gouvernant qui est souverain, c'est le bien. Et c'est une phrase très forte, puisque les chrétiens vont dire: «Eh bien, ce souverain bien que vous cherchez», hein, pour plagier saint Paul devant l'aréopage grec, ce bien que vous cherchez, eh bien, les chrétiens vont dire: «C'est Dieu». C'est l'union à Dieu. Mais ça passe par la médiation du bien commun. Et donc, toutes les petites communautés cherchent le bien et on peut comprendre tout de suite, et on passera à l'autre aspect de la question, on comprend tout de suite que des relations peuvent être, comme on dit maintenant, toxiques, narcissiques, mortifères, et les relations peuvent détruire la capacité d'être en relation et d'atteindre le bien. Autrement dit, on comprend très bien, c'est un peu comme les médecins, si vous voulez,
la médecine hippocratique était très présente dans la pensée philosophique grecque, les médecins, pour comprendre la santé, souvent, ils vont étudier la maladie. Eh bien, nous, c'est pareil. On peut comprendre ce qui détruit le bien commun en montrant que l'homme est capable de relations qui vont détruire la capacité d'entrer en relation pour soumettre l'autre, pour l'instrumentaliser, etc. Alors, oui, il y a beaucoup de choses. Merci encore. Alors peut-être un point que vous avez abordé avant qui était très intéressant, c'est la question de l'euthanasie. Alors là, on va aussi parler peut-être d'un autre point, peut-être pour moi qui est intimement lié. Nous sommes, selon moi, dans une politique de mort. Donc il y a l'euthanasie qui, pour le dire d'une autre manière, mourir dans la dignité, ce qui est évidemment pas le cas. Il y a aussi l'avortement, qui est aussi entre guillemets «une valeur» qui a été, inscrite dans la Constitution récemment et la question que Léa Salamé a posée, au ministre, enfin à votre ministre, puisque je rappelle aux gens qui nous écoutent que je suis suisse, Vous êtes hem et neutre? la question était donc, mais pourquoi était-ce si important de l'inscrire dans la Constitution? Et je crois que Dupond-Moretti, alors je paraphrase, hein, je ne dis pas ce qu'il a dit précisément, j'essaie de paraphraser du mieux que je peux, mais en gros, c'était qu'il fallait s'assurer, que ce bien, que ce progrès, que ce bien soit inscrit dans le temps. Donc être sûr que personne ne puisse revenir sur cet acquis et donc sur ce bien. Alors peut-être, bon, je ne vous demanderai pas de vous prononcer sur ça, mais comment comprendre que visiblement beaucoup de gens s'y opposent, hein, à cette inscription? Comment comprendre que dans l'esprit, de nos politiques et dans l'esprit de beaucoup de modernes, cet acquis soit un bien commun? Et que donc il y ait une certaine forme de subjectivité dans le bien commun? Alors je pense qu'on va revenir peut-être sur quelques mots que vous avez déjà dit précédemment, mais il est vrai que moi c'est une conception qui me paraît très étrange, qu'il y ait un bien commun si différent entre les personnes d'une même communauté. Oui, alors, effectivement, on aborde la question à l'occasion de l'euthanasie et des questions bioéthiques de ce que vous avez posé. Pourquoi aujourd'hui, y a-t-il une telle difficulté à saisir le bien commun? Alors, pour, répondre, on peut, continuer un des aspects que nous avons soulevé du bien commun. On a vu la relation du tout, la partie, il y a aussi la relation de la fin et des moyens. Il y a une phrase d'Emmanuel Kant dans la métaphysique des mœurs qui est un peu emblématique, qui dit: «Il ne faut jamais traiter la personne comme un moyen, mais toujours comme une fin». Et quand on dit cela, on lit, la personne individuelle comme une fin et jamais comme un moyen, et on lit que, le fait de dire que la personne est un moyen, ça va contre sa dignité. Alors là, il faut reprendre, ce que nous disions et on va aborder la question que vous soulevez, qui est très importante. Pour comprendre la relation fin-moyen, il faut voir que, bien évidemment, il ne faut pas instrumentaliser une personne, c'est-à-dire s'en servir pour une fin qui est la mienne. Mais dans la relation, nous savons que nous sommes des moyens par lesquels les autres atteignent leurs fins. Les parents sont là pour aider, en donnant des moyens à l'enfant de grandir. Les soignants, je travaille, avec pas mal d'équipes, médicales, hein, sur des questions d'éthique et de bioéthique depuis déjà pas mal d'années, mais vous voyez des questions d'éthique, dans le concret de l'activité médicale, du soin et de la santé. Et il est toujours très touchant de voir qu'une équipe soignante est une équipe qui se met au service du patient pour lui donner le meilleur. Donc c'est une équipe qui inéluctablement est constituée de personnes qui volontairement, librement, parce qu'elles ont conscience de cela, sont des moyens pour le patient de réaliser le meilleur de ce qui est possible.
Simplement, à la suite de Kant, les modernes et surtout les contemporains ont érigé le fait que l'individu est une fin en principe absolu de souveraineté. On a vu que chez les anciens et chez Hippocrate aussi, on n'est pas dans la théologie révélée, on n'est pas dans la religion, puisque les écrits hippocratiques, c'est à la fois ce qu'on pense être d'Hippocrate et toute ce qu'on appelle la collection hippocratique des textes de la médecine grecque et latine. Les latins, les romains ont repris ça, malgré tous leurs défauts et le fait que c'était des sociétés, bien sûr, fondées sur l'esclavage et des sociétés, comme on dit maintenant, très inégalitaires. Dans le mauvais sens du terme, il y a ce souci, et c'est dans le serment d'Hippocrate, de ne pas euthanasier, de ne pas provoquer la mort. Alors pourquoi? Parce que quand Aristote formule cela, Platon aussi, mais Aristote dans une perspective plus empirique, en quelque sorte, plus liée à l'expérience sensible, va dire le souverain bien, va poser le souverain bien de la communauté politique. Ça veut dire que ce n'est pas l'individu qui est souverain, ce n'est pas sa liberté qui est souveraine. C'est le fait que les êtres humains reçoivent dans l'existence leur nature, leur dignité, qu'ils ont à protéger, qu'ils ont dont ils sont les garants, dont ils sont les gardiens, en quelque sorte, et qu'ils reconnaissent comme ne venant pas d'eux. Quand Hippocrate, dans le texte qu'on a du serment, invoque d'abord un serment, c'est-à-dire une injonction, un précepte négatif qu'on peut traduire comme « tu ne tueras point », tu ne tueras point un innocent, injustement, voilà. Donc je ne pratiquerai pas d'euthanasie, de mort provoquée, active. Et si c'est un serment, c'est qu'il y a quelque chose de transcendant. Et les Grecs ont eu une conscience très aiguë de la vie, de la vie qui est une conscience culturelle, religieuse, mythologique, mais aussi un peu mystique, notamment par cette idée du bien chez Platon qui gouverne les choses, qui a quelque chose qui nous dépasse, qu'il faut respecter. Alors bien sûr, les guerres, l'esclavage, et on est d'accord sur ce monde antique est un monde difficile et dur, mais il y a cette culture-là qui a été transmise jusqu'à aujourd'hui, puisque les médecins, aujourd'hui, s'appuient plus ou moins sur le serment d'Hippocrate. Donc, l'individu n'est pas souverain de lui-même, l'individu reçoit en lui une dignité qu'il s'agit de faire, de développer, de respecter, de mettre en œuvre pour lui et pour les autres. Alors qu'aujourd'hui, le principe même politique, c'est dans des textes très clairs, même qui régissent la pensée française politique, c'est l'individu roi et souverain. Et donc rien ne doit entraver sa souveraineté. La nature, la vie elle-même n'est pas un obstacle à la souveraineté. Je suis souverain de mon corps, de ce qui se passe dans mon corps, et je suis souverain de ma mort. Et donc je peux pratiquer sur moi une euthanasie ou demander qu'on me la pratique parce que c'est ma souveraineté. Donc il y a deux conceptions de la dignité qui s'opposent. Après, chacun fera les choix qu'il souhaite, politiques ou éthiques ou politiques, mais il y a deux conceptions de la dignité. Soit je suis digne parce que je reçois dans mon existence une nature, une essence, comme on dit, parce que l'existence ne précède pas l'essence, comme dirait Sartre. Je reçois dans mon existence ma dignité, et cette dignité, il faut que je la développe par des relations de justice et d'amitié politique notamment. Soit ma dignité réside dans ma pure souveraineté absolue, qui ne doit souffrir aucune limite. Et cette liberté individuelle s'accompagne collectivement et politiquement de quelque chose que Karl Marx avait bien compris, non pas le Karl Marx du communisme historique, mais le Karl Marx de la philosophie profonde de la nature des choses, c'est que l'être humain se découvre dans le monde matériel comme étant capable de liberté, et donc il s'agit de mettre en place une société d'émancipation collective des individus et de se servir de l'économie de la science pour cette émancipation
qui, par principe philosophique, est sans limite. Et c'est ça qui explique les débats autour des questions de bioéthique, que ça soit le début de la vie, la fin de vie. À quel moment y a-t-il une limite à mon désir d'émancipation? Cette désir absolu de liberté totale. Il y a un penseur politique qui a ses limites, mais il a une pertinence d'analyse, c'est Pierre-André Taguieff, hein, qui est Mmh. connu en France, même en dehors de la France, et qui écrit des livres toujours assez fins sur les problématiques contemporaines. Il a écrit un livre en 2019 qui s'appelle L'émancipation promise, où il revisite toute cette pensée progressiste, historique, issue de la postmodernité du 19e siècle notamment, et bien sûr aussi de Karl Marx, en disant: «Mais on a voulu ériger l'émancipation en religion, en absolu total, et dit-il, il est temps de passer à une réflexion sur l'auto-limitation. C'est-à-dire, je ne peux pas, en tant qu'être humain, penser que je suis un souverain absolu sans limite, car je suis pour moi-même une propre limite, ce que les Grecs avaient bien compris, à travers l'hubris, c'est-à-dire cette démesure du désir. C'est-à-dire, je peux me détruire moi-même par une souveraineté illusoire d'un désir infini qui va se retourner contre moi. On le voit pour les questions de bioéthique, d'éthique, notamment de fin de vie. Je demande la mort parce que je suis souverain sur ma vie et ma mort, comme si ma vie et ma mort n'avaient pas en elles-mêmes une valeur, un bien, quelque chose qui me dépasse et que je dois respecter. Et donc il y a un conflit, comme disait Max Weber, une guerre des dieux, un conflit de valeurs, qui est plus qu'un conflit de valeurs subjectives, qui est vraiment un conflit sur le socle même de la vie humaine. Et ce qu'il y a d'intéressant dans les philosophes grecs, et dans ce que les médiévaux ont repris de cette sagesse gréco-latine, européenne, ancienne, qu'ils ont inséré dans leur théologie. Donc la théologie a masqué tout ce que je dis, en fait, dans la manière de relire l'histoire. Mais quand on lit bien tout ça, on peut très bien ne pas être chrétien, ne pas être catholique, ne pas avoir la foi, ne pas adhérer à la révélation, mais comprendre qu'à travers tout cela, il y a une démarche philosophique qui est non pas de reconstruire le monde selon mes désirs, comme s'il n'y avait pas de sens aux choses, mais de comprendre que les choses ont un sens, que ce sens, je dois le comprendre avant d'agir pour éviter de me détruire en même temps que j'agis, comme si j'étais un souverain absolu. Et donc, inscrire dans la Constitution cette question de l'euthanasie ou de l'IVG et autres, c'est inscrire en fait, c'est vouloir inscrire dans le marbre absolu de principes quasiment souverains ou souverain, l'auctoritas souveraine, inscrire dans la potestas l'auctoritas souveraine de l'individu roi absolu et souverain absolu. Alors voilà, c'était mon prochain point parce que, on voit malgré tout quand même le travail de la révolution, puisque nous arrivons de plus en plus vers un paradis terrestre et plus un paradis céleste et où, ça c'est la phrase, sauf erreur de ma part, de saint Augustin, «L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi» et maintenant nous sommes une période où c'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu et on l'a vu, il me semble, jusqu'à maintenant, que le bien commun, pardonnez-moi, vient de Dieu et donc ma question c'est: n'y a-t-il pas une illégitimité de l'État à légiférer sur des questions, comme celle-ci? Et peut-être j'irai même plus loin, n'y a-t-il pas une légitimité de l'État tout court à vouloir, imposer sa conception du bien commun? Alors, effectivement, l'expression bien commun a changé de sens. D'abord, elle avait disparu dans le langage juridico-politique français, européen d'ailleurs. C'est pas vrai au Canada, même au Canada français, au Québec. C'est pas vrai aux États-Unis, puisque l'expression common good est assez classique, hein. Mmh. En France, pendant, oui, pendant 40-50 ans, on voyait plus l'expression bien commun.
Il n'y a que l'Église catholique qui garde cette expression-là, mais qui la garde dans cette tradition dont je parlais, hein, sa double tradition philosophique et théologique. Alors, le bien commun revient actuellement dans le langage parce que, alors, il est revenu un peu officiellement, médiatiquement, par le livre de Jean Tirole, prix Nobel d'économie en 2016, il intitule son livre Économie du bien commun. Et en fait, comme il est nourri de pensées anglo-saxonnes, il a traduit common good, voilà, économie du bien commun, avec cette intuition. Il ne répond pas vraiment à la question du bien commun, mais avec cette intuition qu'au-delà de l'intérêt commun, de l'intérêt général, il faut quelque chose qui unisse les humains entre eux. Et ce n'est pas simplement une communauté d'intérêts. Ce n'est pas une communauté générale d'intérêts ou commune d'intérêts, puisque l'intérêt est un facteur de division. Hein. La grande phrase qu'on aime bien dans les milieux actuels, y compris malheureusement chrétiens ou catholiques, le gagnant-gagnant, c'est pas ça le bien commun. Quand saint Augustin dit au mépris de soi, il faut faire attention à ça, mais il y a un aspect tout à fait juste. Je reviendrai sur cette question du mépris de soi, il ne faut pas se méprendre, mais le bien commun nécessite que quand j'entre en relation, je renonce à certains biens que j'aurais pu avoir tout seul, mais que la relation m'empêche d'avoir parce que il faut que cette relation soit fondée sur le juste, le bien, et sur l'amitié, etc. Par exemple, si je décide de me marier, hein, ou de fonder un couple, hein, comme on dit maintenant, une famille ou je ne sais pas quoi, forcément, je ne peux plus vivre comme si j'étais purement célibataire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des couples célibataires qui essaient de mixer le fait d'être en relation avec quelqu'un et le fait de rester tout seul pour faire ce dont on a envie, hein, qui présentent des petites des injonctions paradoxales dont on voit bien aujourd'hui les conséquences. Donc, quand j'entre en relation, eh bien, je fais un discernement des différents biens. Et quand j'entre en relation, hein, c'est le cas, par exemple, puisque j'enseigne dans différents endroits, j'ai des étudiants. Quand j'entre en relation avec eux, il faut que j'essaye de leur donner le meilleur de ce que je peux leur donner. Et donc, ma manière de travailler va changer, puisque je vais travailler pour eux plus que pour moi. Et donc, il y a peut-être derrière une relation gagnant-gagnant, mais ce n'est pas ça le cœur du sujet. Donc, le bien commun aujourd'hui, alors je vous donne une définition qu'on trouve ici ou là, qu'on trouve même dans un avis qui est l'avis 137 du Comité consultatif national d'éthique. Hein, en France, on a un Comité consultatif national d'éthique qui émet des avis. Et dans l'avis 137 de mai 2021, pour la première fois, hein, j'ai pas vu d'autres avis qui le mentionnent, il y a une définition du bien commun. Alors, je vais vous donner la définition du bien commun. Le bien commun, c'est ce que nous décidons ensemble d'être bien. Donc, c'est conforme avec la souveraineté de l'individu, la souveraineté collective des individus. On se réunit dans une relation gagnant-gagnant et on décide ensemble ce qui est bien. Et en fait, l'expression bien commun laisse la place maintenant à l'expression bien commun au pluriel. Nous décidons ensemble ce qui est bien de mettre en commun. Ça peut être des biens immatériels ou des biens matériels. Il n'y a plus la singularité, au sens grammatical et philosophique du terme, du bien commun. Et donc, c'est parfaitement conforme. Si on décide que l'euthanasie est un bien commun, eh bien, on va décider ensemble que c'est un bien commun, que les personnes puissent avoir accès dans les soins ou en dehors des soins, comme en Suisse par exemple, à des procédures d'euthanasie ou de suicide assisté. Donc, tout est possible. Alors, vous posez la question de l'État. Très intéressant, l'État. Le mot État, d'abord, apparaît au XVIe siècle, XVIIe siècle en Europe. Et les traductions maintenant l'ont bien acté, ça c'est important. Les anciens, la pensée gréco-latine, les médiévaux, ce qu'on appelle les anciens, c'est-à-dire avant l'époque moderne, 15e, 16e siècle, avaient le sens de la cité, du royaume, de l'empire, de la communauté, mais pas le sens de l'État. Il n'y a pas un concept d'État avec un E majuscule.
Et quand on prend l'histoire de ce mot, on s'aperçoit que ça apparaît à partir du latin status, ou de l'italien lo stato, l'état des choses, l'état de la société. Ça apparaît dans un contexte juridique. Et ça apparaît dans un contexte où l'auctoritas et la potestas s'unissent dans la figure de l'État. Et donc l'État, alors ça c'est maintenant assez acté par les historiens, et c'est bien, l'État prend sur lui les prérogatives de l'Église. C'est-à-dire l'Église au Moyen-Âge, c'était l'auctoritas, mais elle n'avait pas la potestas. Elle avait une certaine potestas, elle n'avait pas le pouvoir politique. Et d'ailleurs, toujours aujourd'hui, dans le droit canon, et surtout maintenant que l'Église catholique est réduite à la dimension d'un tout petit État qu'est le Vatican, l'Église catholique, donc la philosophie, la philosophie, la théologie, la pensée ultime du sens de la vie, est donnée par l'Église ou par la sagesse philosophique, et elle n'a pas la potestas. Or, l'État prend sur lui l'auctoritas et la potestas. Peu à peu, c'est le Léviathan de Hobbes, c'est l'État issu du contrat, et c'est l'État postmoderne. Et on rejoint une loi que la France a votée il y a quelques mois, qu'on appelle la loi sur le séparatisme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi au-dessus de la loi de l'État. C'est l'État qui décide souverainement de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. D'où l'évolution de l'État libéral qui devient un État tout-puissant, puisqu'il ne supporte pas d'autre autorité que la sienne, et donc toute autorité lui est soumise. Et donc l'individu souverain a, en quelque sorte, transféré sa souveraineté à la puissance publique, qui décide souverainement, par des procédures entre guillemets démocratiques éventuellement, de consensus, de tout ce que vous voulez, mais la racine même de l'État moderne, c'est pas d'être au service du bien commun, c'est de décider ce qui est un bien commun et ce que sont les biens communs. Et là, la tradition issue des Grecs, malgré leurs limites, et des médiévaux, malgré aussi leurs limites, cette tradition s'est poursuivie au XXe siècle, dans ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire ce que l'Église a voulu remettre en forme à la fin du XIXe, et c'est passé dans le langage courant. Il y a eu l'apparition, l'introduction d'un mot qu'on appelle la subsidiarité, qui est une des clés en fait de l'enseignement social de l'Église. Mais la pensée subsidiaire est une pensée ancienne. Et quand Aristote dit que le bien est souverain, il ne dit pas que l'organisation juridico-politique de la cité est souveraine. L'État est au service du bien commun, l'État a un rôle subsidiaire. Les magistrats, dans la Grèce antique, avaient un rôle subsidiaire, ils étaient au service du bien de la cité. Donc cette idée de subsidiarité a été inversée dans le langage juridique actuel, puisque c'est l'État qui décide ce qui est subsidiaire, alors que dans la pensée des anciens, l'État reconnaît quelque chose qui le dépasse et dont il est au service, à savoir le bien commun des personnes vivant dans une société donnée, dans une époque donnée. Ça, j'y reviendrai, n'oublions pas que le bien commun n'est pas un principe abstrait, c'est aussi l'incarnation dans les conditions historiques existentielles des personnes qui vivent ensemble. Et donc, ça explique ce que vous dites, c'est-à-dire ça explique que l'État moderne n'a pas de limite, par principe, puisque l'individu n'ayant pas de limite, l'État n'en a pas, puisqu'il recueille la souveraineté des individus. Et donc, il a tout pouvoir sur la nature, entre guillemets, sur la vie, sur la mort, sur le bien, etc. Une question me vient. Est-ce que, par exemple, la loi de 1905 sur la laïcité a été aussi une manière, oui, de cette désunion du bien commun entre l'Église et l'État? De permettre à l'État d'être supérieur hiérarchiquement et donc d'imposer d'une certaine manière à l'Église aussi son bien commun, en tout cas pour ce qui concerne la France.
Oui, alors, votre question est tout à fait juste. C'est-à-dire on arrive sur une notion, qui est celle de la laïcité. Alors 3 remarques rapides, d'abord le mot laïque, désigne plutôt, dans la pensée, classique, le fait qu'un laïc, vous et moi, nous ne sommes pas des clercs. Nous n'appartenons pas à l'institution canonique, «juridico-politique» entre guillemets, juridico-théologique de l'Église, qui distingue les ministres ordonnés des autres, fidèles qui sont des laïcs. Voilà. Donc, la distinction dans le christianisme et le catholicisme entre laïc et clerc, c'est aussi la distinction entre le bien commun temporel et naturel et le bien commun surnaturel, dont l'Église est le garant, mais l'Église n'a pas la potestas politique. Distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, entre le roi et le pape, l'empereur et le pape, et chacun d'ailleurs pendant des siècles a essayé de prendre le pouvoir sur l'autre. C'est un vieux combat, qui n'est pas terminé, hein. Donc c'est la première remarque, le laïc, c'est celui qui n'est pas clerc, qui n'appartient pas à la structure institutionnelle de l'Église, qui est régie par un droit spécifique qu'on appelle le droit canon, c'est-à-dire la règle, hein, juridique, et qui est une société en fait, parallèle aux sociétés, humaines. D'où les difficultés d'harmoniser droit canon, droit civil, droit pénal canonique, droit pénal civil, et cetera. Ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est que cette, distinction entre le pouvoir, spirituel au fort interne de l'Église et le pouvoir temporel de l'autorité politique au sens, du fort externe, des actes extérieurs qu'on pose, est une distinction qui reste pertinente et qui pourrait présider à la séparation entre guillemets de l'Église et de l'État. C'est-à-dire ce qui relève de l'Église, l'annonce de la parole, les cultes, les sacrements, l'organisation de la vie spirituelle d'une société, et puis ce qui relève du temporel, avec un droit civil, un droit des affaires qui n'est pas le droit canon. L'islam a du mal à distinguer les deux, hein. Et quand je dis a du mal, c'est on pourrait même dire qu'il n'y a pas de distinction, mais dans la tradition chrétienne, il y a une distinction des deux. Et donc on peut très bien concevoir, c'est ce que Napoléon avait essayé de faire avec le concordat de l'Église, d'avoir un privilège de l'Église catholique à côté d'un pouvoir temporel, et donc une certaine forme de laïcité bien comprise. Et puis il y a un troisième aspect, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que si l'État devient l'autoritas suprême, la laïcité se retourne bien sûr contre l'Église et contre l'État lui-même, puisque l'État peut dévorer ses propres enfants, puisqu'il n'a plus aucune limite. Vous voyez, quand je parlais du livre de Pierre-André Taguieff, paru au Cerf, Émancipation promise, il termine son livre par une remarque tout à fait juste, mais il reconnaît lui-même honnêtement qu'il n'a pas les moyens de répondre à la question qu'il pose, pour des raisons philosophiques, hein. Il dit voilà, il faut, pour faire face à cette religion de l'émancipation, ce culte de l'émancipation avec un E majuscule, il faut revenir à 3 choses. 1, la liberté de penser. Bah, c'est ce que vous faites dans votre émission, c'est ce que j'essaye de faire aussi, de mon côté, et puis c'est ce que nous essayons de faire, de penser librement par rapport aux situations actuelles. De ne pas penser comme on nous demande de penser, avec un État qui va nous dire ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser, à travers des vecteurs de pouvoir que peuvent être les médias ou d'autres instances, intellectuelles. Deuxième remarque qu'il dit, c'est rechercher la vérité. Rechercher la vérité comme un bien, rechercher la vérité comme étant ce que l'homme doit chercher et aspire à chercher. Et on cherche tous des relations vraies avec les autres, avec soi-même. Et la psychiatrie contemporaine, la psychologie clinique contemporaine, par tous les troubles psychiques qu'elle met en forme, qu'elle analyse, qu'elle décrit,
montre bien que si on perd le sens du réel, on peut perdre le sens, y compris de notre propre psychisme. Hein, on peut avoir des délires complets d'émancipation avec des traumatismes liés au fait que comme on ne peut pas s'émanciper, on se casse le nez sur le réel, dans les relations avec les autres, etc. Il y a des pathologies, si vous voulez, qu'on peut traduire comme étant des pathologies de la démesure, hein, et de la perte du sens de la réalité. Et puis, troisième aspect que souligne Pierre Taguieff, et ça revient à ce qu'on dit, chercher le bien commun. Chercher le bien commun, non pas l'intérêt commun, non pas le gagnant-gagnant, non pas la souveraineté de l'individu, le bien commun. Et ces trois aspects me semblent extrêmement intéressants parce que ça rejoint la grande intuition des anciens, alors que les modernes et les contemporains ont plutôt développé, par peur de la perte de liberté, par peur de la perte d'égalité, cette idée d'une souveraineté absolue, abstraite de l'individu. Et donc, à force de chercher cette illusion, on s'émancipe du réel et le réel risque de revenir de manière un peu brutale, hein, chasser le naturel, il reviendra au galop. Et à force de vouloir dénaturaliser les choses, désessentialiser les choses, désubstantialiser les choses, on a un être abstrait. Et le pouvoir, la nature a horreur du vide, le pouvoir est pris par l'État, par la puissance publique. Et on sait bien que l'État moderne a beaucoup plus de pouvoir que les sociétés anciennes, puisqu'il y a le pouvoir juridique, le pouvoir médiatique, le pouvoir policier, le pouvoir, voilà, le contrôle, hein, le contrôle social, comme on dit maintenant. Donc il y a un vrai sujet de philosophie fondamentale politique. Je ne sais pas, bien sûr, je ne suis pas prophète, ça se saurait. Donc je ne sais pas ce que sera l'avenir, mais en tout cas, on est dans un moment, effectivement, très paradoxal par rapport à cette recherche de la vérité, par rapport à ce que vous soulignez sur ces questions d'éthique et de bioéthique fondamentale. Alors, il me semble très, très bien, enfin, grâce à vous, défini le bien, mais il y a le mot commun aussi. Alors, il y a le commun, je pense, au sens de la communauté et tout d'abord, au vu des sociétés qui sont de plus en plus hétérogènes, que ce soit au niveau des idées, que ce soit au niveau de la population, hein, notamment dû à l'immigration, peut-on concevoir, malgré tout, une forme de bien commun au vu des sociétés telles qu'elles sont configurées à l'heure actuelle? Ma modeste intuition me ferait plutôt dire que c'est de plus en plus compliqué. Mmh. Enfin, pour raconter une anecdote, probablement qui parlera à beaucoup de gens, j'étais ce matin, pas chez le coiffeur parce que ça ne m'arrive plus depuis bientôt 4 ans, mais chez le barbier et à côté de moi, une personne, était aussi en train de se faire coiffer, racontait des inepties sur l'Église catholique. Enfin, je passe les détails, mais il y a, il me semble, beaucoup d'ignorance, dans ce que peut être le bien commun ou de ce que peut apporter l'Église, en tout cas, de nos jours, pour ce bien commun. Alors, peut-être, 2 questions en une. Comment avoir un bien commun, au vu de l'état de la société? Et puis, comment peut-être peut-on expliquer que la doctrine sociale de l'Église ou le bien commun selon saint Thomas d'Aquin est quelque chose de très positif ou pourrait être quelque chose d'extrêmement positif au vu de notre époque? Alors, oui, une première remarque, le mot bien commun apparaît en fait, enfin l'expression bien commun, l'idée de bien commun apparaît en fait dans les traités des anciens, notamment chez Thomas d'Aquin, concernant la philosophie de la nature. C'est pour ça que je parlais de l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a un bien commun de l'univers. L'univers, on ne sait pas très bien ce que c'est, en tout cas, c'est tout ce qui existe, en dehors duquel il n'y a rien. Et l'intuition écologique est une vraie intuition
Elle peut être dévoyée sur le plan politique, hein, pour des tas de raisons, philosophiques justement, mais à travers les termes de biosphère, de biosystème, d'écosystème, même de biomimétisme, hein, qui est une discipline à part entière, qui sert beaucoup d'ailleurs, aux militaires, d'imiter, comment le vivant, réalise, les araignées par exemple, leurs toiles, leurs filins, les oiseaux, les mouches qui ont des yeux, qui voient dans toutes les directions. Bon, et donc à travers ces réalités, que les sciences observent, il y a l'idée que nous appartenons à un tout et nous sommes les parties d'un tout dont le bien, est supérieur aux parties. Hein, nous devons respecter l'environnement et dans l'intuition, initiale de l'écologie, avant qu'elle soit récupérée justement par, les philosophies dont on a parlé autour du bien commun, c'est l'intuition qu'il y a un bien commun de l'univers, il y a un bien commun des espèces les unes en relation aux autres. Et que la souveraineté de l'individu par le biais de la technologie peut détruire. Ça, c'est un point très important. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, une émission comme la nôtre, où nous sommes deux, à distance, réalise, en tout cas dans votre intention, je pense que c'est le cas, mais je ne sonde pas les reins et les cœurs. En tout cas, c'est le cas pour l'intérêt que j'ai à parler avec vous, c'est qu'on cherche ensemble un bien commun. On cherche ensemble à réaliser quelque chose qui nous paraît bien, qui semble bien et qui peut-être est jugé par nous comme étant bien. Bah, Mais, ce que dit Taguieff, mais liberté de beaucoup de choses, penser. je fais juste une petite parenthèse, pardonnez-moi de vous couper, mais Non, j'en beaucoup de prie. choses, même si nous ne nous connaissons pas, nous permettent de former ce bien commun. Hmm. Nous sommes tous les deux, je pense, catholiques, européens. Moi, je suis suisse romand, donc j'ai une certaine attache à la France. Donc il y a beaucoup de choses qui font déjà ce socle, n'est-ce pas, qui permet ensuite d'aller vers un bien commun similaire. Bien sûr. Et justement, ce bien commun, alors je disais tout à l'heure que il n'est pas abstrait. Il n'est pas séparable dans la réalité même de la chose politique. Il n'est pas séparable. On peut le séparer intellectuellement par des abstractions. On a parlé du bien commun de manière un peu abstraite quand même. Mais il n'est pas séparable des conditions existentielles. Vous voyez, sans être existentialiste ou sans être essentialiste, c'est deux aspects, toujours les mots en isme qu'on sépare de manière antinomique. Non, nous sommes dans la réalité existentielle de notre vie, dans les conditions de notre vie au sens concret, dans des communautés données. Il y a un bien commun de l'humanité, il y a un bien commun des individus humains, mais ce bien commun, il est commun aux individus qui sont dans des communautés particulières. D'où l'idée, par exemple, qui est développée par quelqu'un qui est tout à fait reconnu, qui s'appelle Pierre Manant, hein, en France, en philosophie politique. Il a pas mal développé les relations entre les nations et le bien commun, sans être nationaliste, si vous voulez, ou communiste, ou communautariste. Vous voyez, tous ces mots qu'on divise, qu'on sépare au lieu de les comprendre comme étant articulés. Euh, une communauté politique, c'est une communauté concrète avec une culture donnée. La Suisse et la France sont très proches, mais la Suisse n'est pas la France et la France n'est pas la Suisse. Absolument. Euh, il y a des espaces civilisationnels. On peut ne pas être d'accord avec telle culture ou telle civilisation, mais ça fait partie de la vie des peuples. Et un peuple, ce n'est pas une abstraction. Les Grecs étaient très fiers d'être des Hellènes. Ils avaient des multiples cités qui passaient leur temps à se faire la guerre, d'ailleurs. Bon, ce n'est pas forcément le top des relations politiques. Mais ils avaient néanmoins, chez Platon et chez Aristote, l'idée qu'une société, une communauté politique donnée,
ne peut vivre sans relation de justice et d'amitié politique. Donc, l'humanité réalise un bien à travers les relations entre communautés politiques, qu'on appelle des nations aujourd'hui, dans des relations pacifiques entre ces communautés, entre les cultures et entre les civilisations. Il y a des grands espaces civilisationnels qui sont des espaces qui, actuellement, malheureusement, sont en train d'entrer en conflit, sans doute parce qu'il y a eu des rapports de domination de tel espace sur l'autre. Et la liberté humaine, c'est de chercher à ce qu'il n'y ait pas un bien commun uniforme de l'humanité, comme un État souverain de l'humanité, ce que certains cherchent dans la mondialisation actuelle, parce que concrètement, de manière réaliste au sens le plus expérimental, empirique du terme, le bien commun, c'est le bien d'une société politique donnée, dans un espace et une histoire donnée par rapport à l'identité, entre guillemets, d'un peuple. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit par exemple des peuples qui n'ont pas d'État, je pense aux Kurdes ou d'autres, et qui revendiquent une existence souveraine par l'État, l'État même moderne. La Suisse, par exemple, qui est un espace géographique donné, avec des langues différentes, des religions différentes, c'est une communauté politique qui peut être modifiable dans l'histoire, mais qui revêt une contingence, c'est vrai, une variabilité, et qui réalise un certain bien commun. Et le bien commun des relations entre la France et la Suisse, c'est le respect par la France de la Suisse, par la Suisse de la France, et ainsi de suite, avec les heurts et malheurs de l'histoire humaine. N'oublions pas que les Grecs, je ne l'ai pas dit, considéraient que tous les régimes étaient bons, sauf ceux qui étaient sans vertu. Donc on peut avoir une bonne monarchie, une bonne aristocratie, une bonne démocratie, à condition que les gouvernants et les citoyens soient vertueux, soient forts, tempérants, justes, et pratiquent l'amitié politique et la prudence. Donc ce qui différencie un bon régime, un mauvais régime, ce n'est pas l'idéal abstrait d'une démocratie, par exemple, idéale, c'est la recherche, la poursuite du bien commun, qui demande l'adhésion de tous et de chacun autant que faire se peut, et qui rejoint les particularités des sociétés humaines. Là, on est dans la contingence, et le bien commun se décline sur ces deux dimensions, l'universalité de la compréhension des choses par les principes philosophiques et le respect des dimensions concrètes. D'où les questions d'immigration, effectivement. Les êtres humains ne sont pas des individus qu'on déplace comme ça au gré des fluctuations économiques ou autres, comme s'il n'y avait pas de structure intérieure venant de la culture, de la civilisation. On peut avoir des sociétés tellement abstraites qu'elles deviennent des sociétés qui entrent en conflit interne. Oui, et de plus en plus, malheureusement. Alors là, je vais aussi vous citer, on va aborder la question de l'amitié. La loi humaine, en vue du bien commun, réalise l'amitié. Il y a dans la justice et l'amitié ce qui permet les bonnes relations humaines qui constituent le bien commun. Le bien commun est le bien de ces relations en tant qu'elles sont fondées sur la justice et l'amour d'amitié. Et vous dites aussi que justement l'amitié, c'est ce qui relie Dieu à l'homme. Il y a aussi un bon, c'est peut-être pas forcément le sujet, mais Abel Bonnard avait aussi écrit un ouvrage que je trouve merveilleux sur l'amitié. Alors, comment justement concevait, bon, déjà l'amitié, il y a tout un chapitre dans l'éthique à Nicomaque d'Aristote, où justement il essaie de définir l'amitié. Alors, comment comprendre, concevoir l'amitié, je dirais, au regard du bien commun et peut-être aussi de notre époque? Alors, d'abord, le mot amitié en grec, c'est le mot philia. Et vous savez que les mots grecs et les mots latins, et notamment surtout en philosophie, sont très analogues. Donc il y a plusieurs manières d'être ami,
Il y a plusieurs manières d'aimer. L'anglais a 2 mots, hein, like et love, hein, pour distinguer les choses et les êtres humains. Mais la langue philosophique gréco-latine et française manie beaucoup plus l'analogie. Donc il faut bien saisir le sens. Donc la philia, c'est aussi la philosophie, l'amour de la sagesse. La philia, c'est fondamentalement ce qui unit les vivants dans une recherche commune de ce qui leur convient, de ce qui leur est bien. Pour l'être humain, c'est le mot grec aussi koinonia, c'est-à-dire la concorde, le fait que on pratique la justice, ce que Aristote appelle la justice légale, c'est-à-dire le fait de respecter la loi, mais la loi au sens profond du terme, hein, issue aussi de la nature des choses, pour justement structurer une société, l'organiser par la raison, la liberté, en lien avec le bien naturel, le juste, hein, qui est le socle en fait des relations. Et donc il y a une amitié politique, comme on dit, qui est une sorte de concorde, de consensus au sens profond du terme. D'ailleurs, saint Thomas utilise le mot consensus, hein, dans ce sens-là. C'est-à-dire que on veut ensemble le meilleur bien de tous et de chacun. Et pour cela, il faut un minimum de vertu. C'est-à-dire un minimum de sens de la justice, de prudence, de tempérance des désirs et de force pour réaliser justement ce qui est bien. Les vertus ne suffisent pas, la justice ne suffit pas, les vertus ne suffisent pas, elles permettent l'amitié. Et puis il y a des formes d'amitié interpersonnelles, intrapersonnelles, si je puis dire, qui, et d'ailleurs même l'expression est chez Aristote, hein, c'est intéressant. Aristote va dire l'être humain est un être conjugal avant d'être politique. C'est-à-dire le bien architectonique, politique et même de l'univers est le plus grand, mais il contient en lui des biens particuliers qui sont les premiers biens, notamment bien sûr les biens relatifs à la relation familiale, c'est-à-dire à ce qui permet aux humains d'exister, de vivre, de naître, de grandir. Donc, l'amitié n'est pas une vertu, mais elle n'existe pas sans vertu. En termes contemporains, c'est ce qu'on a dit. On sait bien que dans les couples aussi, bien sûr, dans le monde du travail, dans le monde politique, les relations narcissiques, comme on dit maintenant, les relations toxiques, les relations de domination sont destructeurs du bien commun. Les dérives sectaires, on en a beaucoup parlé, et à juste raison, les abus d'autorité, les abus sexuels, les dominations de tout genre, les troubles psychiques qui peuvent être pas forcément comment dirais-je, une absence de vertu morale, mais aussi un trouble psychologique, sont destructeurs du bien commun. Donc le bien commun ne peut pas se réaliser sans, et je donne une définition très classique de l'amitié, sans ces relations réciproques de mutuelle bienveillance, de confiance, de bienveillance. Alors ça paraît tout ça très utopique, et aucune société humaine ne réalise parfaitement la perfection du bien commun. Mais si la majorité a une conscience de ce qu'est le bien commun, car il faut avoir la conscience du bien commun, il faut le connaître, l'appréhender, et met en œuvre un minimum de vertu pour le réaliser, à ce moment-là, la société sera beaucoup plus pacifiée et pacifique que si elle est construite sur l'individualisme de la recherche pour soi de ce que je peux gagner dans la relation aux autres, où je perds peu à peu le sens du juste et de l'amitié. Il y a un point important aussi, c'est qu'on a eu peur du bien commun, parce qu'au nom du bien commun, on a fait aussi des guerres très fraticides. En fait, la première guerre civile européenne, comme disait un historien, la Première Guerre mondiale, a été faite au nom du bien commun, du bien de la patrie. Et ça a été un suicide collectif, en fait, de pays européens qui auraient pu avoir tout pour être unis. Donc, le bien commun fait peur, en fait, parce qu'on a des figures historiques, entre guillemets, de l'appellation bien commun,
qui sont des figures de guerre, de guerre. Même les guerres justes aujourd'hui, ce qu'on appelle la guerre juste aujourd'hui, on le voit bien dans les conflits actuels, c'est l'anéantissement de l'adversaire. C'est pas ça le bien commun. Et c'est pas ça la justice. Donc, on a une peur du bien commun. Comme on a peur du bien commun, on passe dans l'excès inverse. C'est l'individu souverain dont on a manifesté tous les paradoxes. Mais il y a aussi des paradoxes quant au bien commun. Et puis, pour terminer ce que vous disiez sur l'Église, c'est vrai que toute société a besoin d'une auctoritas suprême, en quelque sorte, d'un souverain bien suprême. L'histoire mondiale, l'histoire de l'Europe montre que cette autorité suprême, c'est la figure historique, effectivement, du christianisme et de l'Église, dans le respect bien sûr, des cultures, mais dans l'unité aussi civilisationnelle des sociétés. On comprend, je trouve, évidemment, enfin, j'espère que aussi les gens qui nous écoutent jusqu'à là comprennent aussi cela, à quel J'espère. point aussi tout est inversé. C'est en effet assez incroyable. Ce qui me je voulais justement citer une phrase d'Abel Bonnard sur sa conception de l'amitié, qui est absolument merveilleuse. «Les grandes amitiés résultent d'une conception aristocratique de l'humanité. Nous pouvons nous représenter l'ensemble des hommes comme une pyramide dont la matière devient plus précieuse à mesure que la surface en est plus réduite, de sorte que, faite d'abord d'un métal grossier, elle n'est qu'or et diamant à la pointe où elle finit.» Alors là, on vient peut-être à la conclusion et je dirais pour moi la chose qui ressort le plus, c'est la notion de vérité dans le bien commun. Et nous sommes malgré et de clarté aussi, je dirais, puisque nous sommes aussi dans une période trouble, je dirais un peu de brouillard où les choses sont incertaines. Il est difficile de pouvoir, en tout cas pour la majorité des gens, de distinguer le vrai du faux. Alors aussi, comment s'articule, je dirais, la conception du bien commun avec la vérité? D'ailleurs, la vérité est aussi une valeur, si j'ose dire, centrale du christianisme. Hem, alors il me semblerait aussi que nous arrivons de plus en plus vers je pense que ce terme n'existe pas, mais de mal commun au vu de la période de mensonges que nous traversons. Oui, alors, je me permets de revenir sur le côté aristocratique dont parle Abel Bonnard. Alexis de Tocqueville, qui est plutôt démocrate, hein, qui a été fasciné par les États-Unis, en fait, a des remarques sur la démocratie, sur les dérives de la démocratie, notamment les dérives despotiques de la puissance publique. Et en le lisant bien, on s'aperçoit qu'il est pour ce que les anciens avaient bien compris, une forme de régime mixte. C'est à la fois un aspect démocratique, à la fois un aspect aristocratique. C'est l'aristocratie, aristoi en grec, c'est les meilleurs, c'est en fait de tirer vers le haut tout le monde, vers le meilleur possible dans la justice et l'amitié. Et l'excellence, qui est le sens grec du mot vertu, arrêté en grec, l'excellence, c'est effectivement une caractéristique aristocratique, mais qui doit être partagée par le plus grand nombre avec cette unité de tous pour grandir ensemble, en fait. Et donc, il y a chez Tocqueville, hein, qui est un penseur tout à fait actuel, cette richesse de l'analyse où il n'y a pas d'un côté l'aristocratie, d'un côté la démocratie, il y a ce mixte, hein, des vertus des deux régimes. Par rapport à votre question, la vérité, d'abord, il est plus facile de déconstruire des réalités qui ont mis des siècles à se façonner. Et c'est plus facile, si vous voulez, et nous sommes en train de brader notre héritage et cette recherche de la vérité, cette recherche du bien, ce sens du réel, ça a mis des siècles à se développer. Et donc le risque, c'est qu'avec cet individualisme ultralibéral mondialisé, on veuille créer une humanité nouvelle au détriment de la réalité des choses. Bon. Donc la question de la vérité, elle est essentielle. Je dirais que le bien et le vrai se rejoignent
Alors dans l'histoire de la philosophie, on en a fait des transcendantaux. Sans aller jusque-là, ce sont des aspirations, de l'être humain. Nous aspirons à des relations vraies entre les personnes et si les relations sont vraies, si elles sont adéquates à cette bienveillance dont nous avons parlé, elles sont bonnes et elles produisent le bien commun. La vérité et le bien se rencontrent inéluctablement. Dans le christianisme aussi, hein, bien sûr, dans la personne même d'ailleurs de Dieu et du Christ qui se révèle comme étant vrai Dieu et vrai homme. Et donc c'est cette unité nature sur nature, grâce, nature, div la divinité qui s'incarne dans l'humanité, c'est là que réside, incontestablement le meilleur du patrimoine européen, et qui risque quand même, de subir des assauts importants. De disparaître, je ne pense pas, mais enfin, voilà, on est dans une situation, délicate. Donc la réflexion sur le bien commun, c'est une réflexion globale. Hein, on a abordé ensemble beaucoup de réalités, l'État, l'individu, la nation, la communauté, la personne, la fin, le moyen, le tout, et on a essayé ensemble de réunifier tout cela dans une culture, qui peut être commune et qui peut être source justement d'humilité, devant, la réalité, telle qu'elle se révèle à nous, dans la vie humaine. Et je reviens aux 3 termes de Taguieff, hein, qui sans le vouloir, ou peut-être qu'il le veut quand même, met le doigt sur les 3 réalités, la liberté de penser, la vérité et le bien commun. Mille merci, cher, Michel Boyancé, c'était vraiment, exceptionnel. Merci. J'espère que les personnes qui sont restées jusqu'à maintenant ont apprécié. Je vous reçois volontiers pour une autre émission, évidemment, sur le sujet que vous souhaitez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt. Très bien, à bientôt.